On entend souvent que le cloud, ça pollue énormément, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ces immenses data centers qui font tourner notre vie numérique. Dans cette entrevue, Sébastien reçoit Philippe Demaison, directeur du développement durable chez AWS France, pour démêler les idées reçues et voir très concrètement comment un acteur majeur du cloud s'attaque à son empreinte carbone. Dans le dossier des technos de ce mois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Demaison. Tu es directeur du développement durable chez AWS France. AWS, c'est la filiale cloud d'Amazon. Et nous allons parler avec toi de développement durable. En anglais, on dit du green IT autour des data centers. Parce qu'on dit, c'est ce que j'entends autour de moi, c'est ce que j'entends dans les médias du grand public quand j'écoute la radio en France ou ailleurs, on dit que les clouds, ça génère énormément de CO2 et que c'est sale le cloud. C'est quoi ton point de vue? Alors, tout ce que l'on fait sur la planète, quoi qu'il advienne, de toute façon, ça émet du CO2, à commencer par respirer. Donc, ce qui est important, c'est de voir que, oui, il est vrai que surtout l'IT, donc l'usage de l'informatique, et surtout l'augmentation fait qu'on commence à se poser pas mal de questions sur la part des émissions liées à l'informatique dans le monde entier. Juste pour donner peut-être un ordre d'idée, alors les sources sont diverses et en plus avec l'augmentation constante c'est difficile, mais on estime qu'on est entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui sont liées au numérique. Alors dans le numérique, au data center sur la planète. Alors pas data center, numérique. Donc ça veut dire c'est-à-dire aussi la production de nos iPhones et des trucs comme ça. Exactement. Okay. Parce qu'en fait, alors donc après on peut répartir. Je pense que c'est un point que tu soulèves qui est important, Sébastien, c'est que il y a une part non négligeable qui vient justement de la partie cliente, donc qui est la partie tout simplement les smartphones, les ordinateurs et dans la construction comme dans les usages. D'accord. Donc, et il se trouve que donc l'ADEME, donc l'Agence de la transition énergétique en France, a fait plusieurs études répétées. Alors, selon les différentes études, la partie cliente, elle est entre 50 et 80% des émissions de CO2. Et après, la partie réseau et les data centers, le reste. Donc, si on prend la partie 80%, on est aux alentours de 4-5% pour le réseau, et après le reste, 16% pour la partie des data centers. Alors naïvement, on peut dire un data center, c'est plutôt propre parce que quand on a déjà visité un data center, j'ai passé beaucoup d'heures de ma vie dans des data centers dans une autre vie, il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas de gaz qui sort, c'est pas comme une usine. Donc ça vient d'où? Essentiellement de la production d'énergie qui sert à alimenter ces data centers? Alors, un data center, c'est avant tout, et ça je pense que c'est important, du physique, du concret. Donc c'est du béton, des murs, des serveurs. Donc c'est pas que l'électricité. Quand on parle de la partie des émissions de CO2, on parle toujours de la fabrication, l'usage et la fin de vie. On parle de cycle de vie. Et donc en fait c'est dans le cadre des data centers, la partie fabrication est extrêmement importante. Tout à l'heure on parlait aussi des téléphones portables dans la logique de numérique. Un téléphone portable par exemple, la très grande majorité des émissions, c'est à la fabrication. On vient juste de l'acheter, en fait, on a déjà émis énormément. Dans le cadre du data center, il faut d'abord avoir des murs. Or, les murs, c'est important, ça émet pas mal. Après, ce sont les serveurs, il faut les fabriquer, il faut les transporter. Et puis ensuite, oui, c'est là que tu as raison, bien sûr, il y a de l'électricité, et l'électricité, il a fallu tout simplement la fabriquer, et il y a les émissions de CO2 qui se cachent derrière la fabrication de l'électricité. Et donc là, on parle des grilles électriques qui sont par pays, et il y a des grilles électriques qui sont plus ou moins émissives en termes de CO2. Oui, c'est un sujet dont on a déjà parlé dans les technos, avec l'Allemagne qui brûle beaucoup de charbon, la France qui est plutôt nucléaire et donc plutôt propre. Pour qu'on puisse comparer des choses, il faut pouvoir les mesurer également. Comment est-ce qu'on mesure les émissions de CO2 d'une activité, quelle qu'elle soit, mais enfin dans ce cas-ci, l'activité de gérer, de maintenir des data centers? Alors,
autant pour l'électricité, on peut mesurer pour de vrai. C'est-à-dire, en fait, on peut vraiment mettre un appareil sur la pure consommation. Autant de ce dont je parlais tout à l'heure sur la fabrication en amont ou sur la fin de vie, là, on est obligé de calculer. Et sachant que même d'ailleurs, on est obligé même de calculer parce que sur la partie électrique, puisque en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a tant de kilowatts ou de mégawattheures que c'est exactement les mêmes émissions en termes de CO2 quand je suis dans un pays ou dans un autre. Donc pour ça, en fait, on a déjà il y a un protocole bien particulier pour les entreprises. Parce que autant en tant que citoyen, on va avoir des émissions qu'on peut avoir à niveau d'un pays, puis on divise par le nombre de citoyens. Donc, ce sont des méthodologies de calcul qui sont un peu différentes. Dans le cadre d'une entreprise, il faut que tout le monde se mette d'accord, d'un point de vue réglementaire déjà aussi. Et donc, il y a maintenant un mécanisme qui fait un peu consensus, qui s'appelle le GHG protocole. GHG, ouais. Donc Greenhouse Gas Protocol. Donc ça veut dire ce sont les gaz à effet de serre. Donc le protocole pour calculer les gaz à effet de serre. Et donc ce protocole, il a essayé d'être vertueux parce qu'on pourrait dire en fait c'est facile. Je vais moi en tant qu'entreprise calculer mes émissions directes. Voilà. Donc c'est-à-dire ce que moi j'ai émis directement. Donc typiquement dès que je brûle une énergie fossile, je sais que j'ai brûlé tant de litres de pétrole, le pétrole émet tant de CO2 et puis voilà, et puis je fais pareil pour toutes les énergies fossiles. Sauf que il y a un effet de bord, si je veux baisser ça, finalement je dis moi je vais arrêter par exemple d'acheter de l'essence, je vais prendre que des taxis ou alors je vais prendre que des voitures que je loue. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais externaliser mon CO2. Ouais, comme ça c'est plus moi qui le consomme, c'est mon fournisseur de service. Exactement. Sauf que il y a un moment où tout va se retrouver chez quelqu'un qui peut rien y faire lui. Donc l'idée a été de découper ça à ce qu'on appelle en scope et de faire que que je vais préciser, mais faire que les entreprises soient obligées de travailler sur les 3 scopes, puisqu'il y en a 3. Alors, quels sont ces 3 scopes de mesure de consommation de CO2, de production de CO2? Alors, le premier, c'est le scope 1, comme son nom l'indique. Là, c'est une logique jusqu'à présent. Ah ouais, on aurait pu l'appeler A, mais il s'appelle 1. Ce sont les émissions directes. Donc là, pour le coup, c'est je suis par exemple un chauffeur de taxi. Mon véhicule, il est avec donc il est thermique ou il est électrique. On voit bien que le scope 1 n'est pas le même. Donc là, ce sont les émissions directes. Et après, en fait, on a travaillé à essayer de calculer les émissions indirectes pour que les entreprises soient responsables aussi de la façon dont elles achètent. Donc les 2 autres scopes sont indirects. Et donc il se trouve que on s'est dit oui mais l'électricité c'est pas un achat comme les autres, donc on va lui réserver un scope rien qu'à lui. Alors c'est pas que l'électricité, ça va être la vapeur, enfin toutes les on va dire les énergies qui secondaires, pas primaires, parce que qui dit primaire dit souvent fossile. Donc là, quand je dis souvent, parce qu'on peut avoir d'autres types que d'énergie primaire, mais grosso modo, si on fait simple, scope 1, émissions directes, les énergies fossiles que je brûle. Scope 2, ce qui se cache derrière l'électricité en termes de consommation. Donc ce que j'ai acheté en électricité, est-ce que ça a coûté en termes d'émissions de gaz à effet de serre aux fournisseurs auxquels je m'adresse? Exactement. Et puis le troisième, en fait, scope, mais en fait, c'est tout le reste. Ça veut dire c'est ce qui se cache derrière le fait que j'achète quelque chose. Par exemple, si on prend le cadre des cloud service providers, les murs, les serveurs sont dans le scope 3 et c'est loin d'être neutre. Donc la plupart des métiers dits tertiaires ont un scope 1 qui est quasiment nul. Tout petit, exactement. Ouais. Et donc on voit que le fait de pouvoir en tant qu'entreprise d'être challengé, de déclarer sur les 3 scopes, fait que je suis aussi incité à choisir mes bons fournisseurs pour qu'ils aient eux aussi une vision à baisser leur empreinte. Et dans le scope 3, tu parles de la chaîne d'achat, ce qu'on appelle le supply chain en anglais, mais ça va aussi dans la fin de vie, le recyclage des serveurs, le recyclage des murs éventuellement si on doit les détruire plus tard. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de
scope, en fait, on peut pas se contenter de dire bah c'est simple, moi après moi le déluge quoi. Non, alors tout dépend bien sûr quels sont les types de contrats que je vais avoir. Si je suis sur un contrat de location, je vais prendre la quote-part du moment où je l'ai utilisé, mais ça c'est des mécanismes assez complexes de calcul. Et donc ce qu'on peut dire, c'est sur la mesure, c'est compliqué parce que comme on vient de le dire, ça dépend vraiment de la façon dont je calcule. Et puis ensuite, par définition, les émissions qui se cachent derrière mes achats, c'est chez les autres, c'est chez mes fournisseurs. Et ils ont peut-être des méthodologies différentes. Peut-être parfois ils savent même pas ou ils n'ont pas calculé leurs émissions. Donc c'est quelque chose qui est un peu, en fait, c'est récursif. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le scope 3 quelqu'un qui lui met un scope 3 qui a un scope 3 et ainsi de suite. Il n'y a pas des standards internationaux aujourd'hui pour dire comment on calcule de manière à ce qu'on puisse comparer, mais aussi évaluer correctement quel est son scope 3. Alors, j'ai parlé du GHG protocole. En l'occurrence, il donne un certain nombre d'éléments. Il y a des normes ISO, le fameux, qui permettent d'arriver à calculer ça. Donc, c'est, par exemple, si on parle de cycle de vie et d'analyse de cycle de vie, il y a le 14040 et 044. Vous pourrez en fait briller le soir à la veillée. Selon ISO 14044. Voilà. Mais en fait, il se trouve que c'est pas si facile que ça parce que jusqu'où on va dans la précision, en fait, you don't know what you don't know, comme disent les Américains. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a, ce qui est important, c'est de dire ce qu'on calcule et comment on le calcule. Et parfois, même sur un même secteur d'activité, comme on fait pas exactement les choses de la même façon, comparer est compliqué. La comparabilité est pas acquise. Quand tu dis que c'est sans fin, je suis en train d'imaginer les voitures que prennent le personnel qui va travailler dans les data centers. Elles consomment du gaz à effet de serre, enfin de l'énergie fossile aussi ou de l'électrique. Donc ça, c'est le scope 3 des cloud providers. Est-ce qu'on va jusque là à calculer autant de déplacements? Il a fallu une chaise de bureau pour le manager. Comment est-ce qu'elle a été fabriquée et acheminée là, cette chaise? Enfin, alors, tu vas me dire c'est peanuts par rapport au reste, mais est-ce que ça rentre dans le calcul aussi? Alors, il y a oui et non. C'est une très bonne question que tu poses. C'est difficile d'y répondre simplement, mais tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait, il y a d'une part le fait que en tant qu'entreprise, je suis obligé de calculer mon scope 1, mon scope 2 et mon scope 3. Obligé, tu dis? Ah oui, donc en Europe, ça c'est important. Donc nous avons ce qu'on appelle la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD pour son petit nom. Si vous avez amené le RGPD, vous aimerez le CSRD. Donc il s'agit en fait d'obligations pour les entreprises de déclarer un certain nombre d'éléments, et donc il se trouve que ça c'est rentré en vigueur depuis 2025 sur les données 2024, donc c'est quelque chose d'assez vieux entre guillemets dans cet échange, et c'est obligatoire pour les entreprises avec certains seuils en Europe. Donc oui, donc obligatoire. Je t'ai interrompu parce que ce mot-là m'a fait réagir. Mais tu t'expliquais le calcul du scope sur les petits détails, les tables, les chaises, les transports des employés. Et donc là, pour le coup, typiquement, le scope 3, il y a 15 catégories dans le scope 3, et le commuting des employés, donc c'est une des catégories. C'est une des catégories, exactement. Après, par contre, quand je suis moi client, par exemple, d'un cloud service provider, je suis une entreprise, je suis client, je vais faire un usage cloud. La principale donnée qui est liée à mon usage, c'est pas parce que je vais consommer du cloud ou pas que la personne va se déplacer plus. Donc c'est ce qu'on appelle la notion d'attribuable. Qu'est-ce que j'attribue réellement dans le scope 3 de mes clients? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est justifiable? Et donc pour ça, il y a des guides qui sont par secteur d'activité faits par le GHG protocole et qui dit voilà comment on peut calculer et voilà ce qu'on peut attribuer dans le scope 3 des autres. Enfin c'est une science complexe. Je me rends compte, ça s'ouvre sur un monde entièrement nouveau que je ne connaissais pas. Revenons à nos moutons, revenons à notre sujet qui est les émissions de gaz à effet de serre dans le contexte des data centers, puisque tu travailles pour un des grands cloud providers dans le monde. Qu'est-ce que spécifiquement les fournisseurs de cloud font pour réduire leur génération de CO2? Je suppose que ça commence par l'énergie, ou est-ce qu'ils vont acheter l'énergie qui alimente ces data centers?
Alors, si tu le veux bien, on va pas se focaliser sur l'énergie en tant que telle tout de suite, parce qu'on va essayer de reprendre ce qu'on parlait tout à l'heure du cycle de vie. Donc, on va prendre chacun des éléments et on va essayer de regarder comment un cloud service provider peut essayer de baisser. Donc, on commence par un terrain vague, un terrain vierge sur lequel on décide de construire un groupe de data center. Exactement. Okay. Donc déjà, un data center, c'est du béton. Et tous les bétons ne se valent pas. Or, le béton est très émissif. C'est très émissif. Juste pour donner une idée, tout à l'heure, je parlais du pourcentage du numérique dans le monde. Le ciment, alors pareil, il y a plein de façons d'arriver à essayer de calculer. On a pu comprendre tout à l'heure que le calcul, c'est pas fastoche. Mais ça peut aller, il y en a qui disent jusqu'à 7% des émissions dans le monde. Dans le monde? Donc, juste sur la production de ciment et donc de béton, enfin tout ce qui est associé au ciment. Exactement. Wow. Donc, on voit que c'est loin d'être neutre. Donc là, la première des choses, c'est essayer de travailler sur des bétons bas carbone. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui se sont spécialisées là-dedans, beaucoup de startups et aussi des grands groupes du monde du ciment qui ont travaillé. Donc on peut arriver à baisser jusqu'à 40% à peu près les émissions par rapport à une un béton classique traditionnelle. D'accord. Exactement. Donc là-dessus, l'idée c'est que il y a des engagements sur ce sujet-là parce que c'est pas neutre. Ensuite, le béton il est armé. Alors ça peut paraître bizarre, oui, mais oui, jusqu'où il va? Ben oui, en fait, parce que le béton, il y a il y a de l'acier dedans. Oh, pareil, l'acier, c'est loin. Ah oui. Et là, il y a un scope énorme aussi, je suppose. Exactement. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur de l'acier recyclé dans des fours électriques. Donc tu vois, c'est bon. Après, une fois qu'on a les bâtiments, on voit tout de suite que il y a les serveurs. Il faut pouvoir éco-concevoir les serveurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire en sorte que les serveurs, on parle d'informatique maigre, hein, donc l'idée c'est de faire en sorte que le matériel il soit assez basique, qui soit biosourcé par exemple aussi les éléments soit du plastique ou de l'acier, et ensuite faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Ah oui, ça, j'avais déjà lu des articles de certains cloud providers. Je crois que c'était Google qui a réduit la durée de vie, qui a augmenté, la durée de vie de ses serveurs. Au lieu de les remplacer après 3 ans, ils le font après 4 ans ou 5 ans. Voilà, c'est ça. Là, en l'occurrence, maintenant, on se rapproche des 6 ans. En moyenne, donc sur des cycles qui aujourd'hui vont vite, mais on essaye de ralentir tout ça et de commoditiser ces boîtes pour qu'elles puissent être interchangeables ou facilement réemployables en période de pièces détachées. Et donc, alors, bien sûr, l'énergie, on y vient. Donc maintenant, j'ai mes murs, j'ai mes serveurs. L'énergie. Alors là, en l'occurrence, nous on a de la chance en France, puisqu'on a une électricité dite bas carbone, de par la part de nucléaire et aussi de renouvelable. Il faut pas négliger cette partie-là. L'éolien, le solaire, c'est ça? Exactement, l'éolien, le solaire et l'hydraulique, qu'il faut pas oublier. Les barrages hydrauliques, alors qui sont anciens chez nous, mais qui sont finalement des choses qui sont très très performantes aussi en termes purement d'émissions de CO2. Et puis il se trouve qu'il y a des pays où c'est moins bien. Voilà. Donc pour ça, ce que peuvent faire et ce que font aussi d'ailleurs les acteurs du monde de l'IT dans la partie des cloud service providers, c'est pas propre uniquement à mon employeur. L'idée c'est de pouvoir créer ex nihilo ou alors d'acheter de l'énergie dite verte, donc de l'énergie à base de renouvelables, pour faire en sorte qu'il y ait dans les usages de l'énergie renouvelable qu'on puisse compter et qu'on puisse défalquer de l'ensemble de la consommation d'énergie des cloud service providers. Je suis en train de juste rephraser ce que tu as dit pour être certain que j'ai bien compris. Les grands cloud providers et dont Amazon que tu représentes ici fabriquent leur propre électricité, ça veut dire ils ont leur propre ferme solaire, centrale nucléaire, que sais-je? Alors, ils n'ont pas leur propre ferme, mais ils en sont à l'initiative à 100% et à leur réserver. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas de se transformer en un énergéticien. Par contre, c'est de faire des projets, d'aller voir un énergéticien, de dire j'ai besoin d'énergie renouvelable en telle quantité à tel endroit, et puis d'attendre 3 à 5 ans que le projet sorte de terre et faire en sorte que la totalité de cette énergie-là leur soit réservée et qu'on puisse
ensuite s'entendre bien sûr sur un prix dès le premier jour. C'est-à-dire en fait, je m'engage sur un achat pendant X années, 20 ans, à tel prix, et le projet financièrement est valable. Donc il est fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas suffisant, dans le sens où il faut que dans le pays aussi il y ait une capacité de construction de ce type de solution. Oui, il faut de la place, il faut les permis de bâtir. Enfin, j'imagine. Et aussi, on n'y pense pas souvent. Du soleil. Non, c'est pas ça. C'est un réseau électrique acheminer adéquate. Exactement. Or, plus il y a de la consommation, plus le réseau doit être performant et adapté. Et ça coûte des milliards. Et ça, c'est compliqué. Et si on parle par exemple des États-Unis, ils ont un réseau qui était pas extrêmement robuste et en plus qui est assez disparate avec la notion d'État. Donc, c'est pas exactement facile dans tous les pays. Il suffit pas de fabriquer, mais il faut transporter aussi. On dit souvent pour 1 kilowatt qu'on met dans un serveur informatique, il faut 1 kilowatt pour le refroidir également. Donc j'imagine que les systèmes de refroidissement des data centers sont des gros consommateurs d'énergie aussi. Alors la partie refroidissement était historiquement très consommatrice d'énergie. Et ça, tout simplement parce que quand j'ai commencé l'informatique il y a quelques années, on travaille. En fait, souvent ce qu'on disait, c'était que pour refroidir, c'était un peu comme mettre un grille-pain dans un congélateur. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on mettait nos serveurs puisque toute cette énergie, tu as raison, il faut bien qu'elle se dissipe. Donc ça devient de la chaleur après. Hein. L'électricité par magie faudrait bien se transformer quelque part. Donc et donc on mettait de la clim. Et la clim, tout le monde sait que ça consomme beaucoup. Et donc il a bien fallu trouver une solution par rapport à ça. Et une des solutions, ça a été d'utiliser de l'eau. C'est pour ça qu'on parle maintenant de l'eau dans le cadre des data centers. C'est pas parce qu'on les arrose, hein, les serveurs. C'est tout simplement parce que on utilise un pouvoir assez sympathique de l'eau qui est son pouvoir adiabatique. Alors. C'est-à-dire? Tout le monde le connaît, ce pouvoir-là. Tu sors de la piscine, tu as froid. Tout simplement parce que l'évaporation de l'eau amène, une baisse de la température. Il faut de l'énergie pour que l'eau puisse se transformer d'état liquide en état vapeur. Et cette énergie, c'est de la chaleur que l'eau pompe, entre guillemets, sans jeu de mots, dans l'air ambiant. Et donc, c'est en ça que on a utilisé ce pouvoir-là pour faire du cooling à base d'eau. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce mécanisme-là qui va permettre de consommer beaucoup moins d'électricité et de trouver les moyens de faire qu'on consomme peu d'eau, parce que, et pareil, il y a des mécanismes qui sont des circuits ouverts, et ça c'est vraiment pas bien, parce que ça veut dire qu'on utilise de l'eau, ça s'évapore, et puis après ça part dans l'air. Dans le cloud. Dans le cloud, dans le nuage pour de vrai. Et après, on peut travailler sur 10 circuits fermés, qui permettent d'avoir donc là, il y a des rapports qui peuvent de 1 à 10 en termes de consommation d'eau, selon les mécanismes. Voilà. J'avais lu quelque part, je sais plus si c'était Amazon ou quelqu'un d'autre, qui avait des deals avec les fermiers autour des data centers pour redistribuer de l'eau, pour irriguer des champs autour. Tu as vu ces histoires-là? Alors c'est une réalité, puisque l'eau qui est, alors au bout d'un certain temps, par exemple chez nous on travaille en circuit fermé, et ce circuit fermé fait qu'au bout d'un certain temps l'eau perd un petit peu quand même de son pouvoir et il faut renouveler l'eau. Donc là, par contre, elle est quand même bonne à arroser des champs. Donc oui, c'est ce que l'on fait dans certains data centers aux États-Unis. Et puis, il se trouve que, juste pour donner quand même une idée, quand on a des data centers chez nous en France ou en Irlande, 95% du temps dans l'année, c'est juste l'air extérieur qui suffit largement à refroidir. Ça veut dire qu'en fait, on n'utilise pas de clim, on ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres. Exactement. Et donc après, c'est que c'est 5% du temps dans l'année où il se trouve dans les climats tempérés qui sont les nôtres, on a besoin que d'assez peu d'eau finalement dans l'année. Ouais, ça dépend de la latitude. Je suppose qu'un data center à Sao Paulo n'aura pas les mêmes besoins de refroidissement que quelque chose à Stockholm, par exemple. Et après, il y a des choix qui sont faits. C'est-à-dire que dès lors que tu es dans des endroits où il y a du stress hydrique, tu vas utiliser de la climatisation. Puis c'est tout. Donc je pense que ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est que
Et donc, si on continue notre cycle de vie du data center depuis le terrain vague jusqu'à la fin, on apporte beaucoup d'électricité par le grid avec des accords, comme tu as dit, pour essayer d'avoir de l'électricité verte. Les fournisseurs essayent aussi de réduire les besoins de climatisation. Quoi d'autre? Oh, les groupes électrogènes. Je suppose qu'il y a des groupes électrogènes. C'est aussi des grosses machines qui consomment du fioul. Alors, exactement. Alors, pourquoi elles le consomment? Parce que des pannes électriques, il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que En France. dans le monde, il n'y en a pas non plus énormément, mais quand ça arrive, c'est toujours embêtant. Mais en fait, on les teste régulièrement. Donc, un groupe électrogène, donc ces fameux générateurs de secours, il faut les tester. Donc pour ça, en fait, pareil, on peut alors pas remplacer le diesel par de l'électricité, parce que pour le coup, un générateur de secours électrique qui marche à l'électricité, c'est pas terrible. Ça marche pas. C'est C'est pas une bonne idée. Par contre, on peut mettre ce qu'on appelle de l'huile végétale hydrotraitée. Donc, autrement dit, de l'huile de friture. Donc, De l'huile recyclée qui vient de la consommation, voilà, le grand public. exactement. Et donc, en fait, grosso modo, là, par contre, tu peux baisser de 90% les émissions de CO2 avec ce type de source. Donc, c'est la combinaison de tout ça. Mais ce qui est important, quand même, je pense à avoir en tête, quand on parle de tout ça, c'est que, bien sûr, on va faire des efforts sur tous ces éléments-là. Mais une fois que je les ai, j'ai mes murs, j'ai mes serveurs et ainsi de suite, il faut Il y a encore un dernier aspect, c'est le décommissionnement, comme tu as dit, le recyclage. Là, je suppose que dans l'histoire du cloud moderne, qui a 20 ans aujourd'hui pour les plus anciens, on n'a pas encore revu des décommissions de data center. Donc, on a une idée de ce qui se passe après. Alors, les décommissions de data center, en tant que tel, non, mais de serveurs, oui. En l'occurrence, les premiers clouds sont arrivés il y a une vingtaine d'années. Donc, on parlait tout à l'heure du cycle de vie, qui peut aller voilà, jusqu'à 6 ans en moyenne. Donc là-dessus, en fait, on peut travailler sur plusieurs aspects. Donc déjà, donner une seconde vie à certains éléments. Ensuite, y compris en interne. Il se trouve que, par exemple, chez nous, on a des éléments que l'on décommissionne des serveurs, mais le serveur, souvent, c'est par exemple le processeur qui n'est pas dernière génération, mais il y a plein d'autres cartes qu'on peut tester et réutiliser en interne, en pièces détachées. Le châssis lui-même, exactement, je suppose, tout à fait réutilisable. Et en plus, c'est ce qui est intéressant pour le coup, c'est que économie et écologie ça va ensemble. Ouais. Donc là-dessus, toute cette partie vertueuse est assez intéressante parce que en plus aujourd'hui, tous ces appareils-là sont conçus par le cloud service provider. Il les a imaginés pour ses propres besoins, il les a fait fabriquer pour ses propres besoins, donc il a la main sur la totalité du cycle de vie. Et puis après, oui, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les fameux D3E, hein, donc les fameux déchets électroniques. Il faut ensuite trouver la bonne filière du recyclage pour faire en sorte que ces appareils-là, donc 100% de nos appareils, de toute façon c'est réglementaire, hein, dans la plupart des pays, doivent aller dans ces chaînes qui sont des chaînes de fin de vie. Voilà. Et il n'y a pas que le cloud. C'est à ça que tu allais revenir, je pense, quand je t'ai interrompu. Il y a tout qu'en fait, autour, et puis nos usages à nous. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a la première des choses, c'est que on a parlé de data center avec des serveurs dedans. Et qu'est-ce qui fait qu'un data center qui est data center privé versus un cloud public, ça reste la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste des serveurs qui sont... Voilà. Toutes les problématiques que tu as dites sont les mêmes pour les entreprises privées qui ont leur propre data center que exactement. Pour les géants du cloud. En quoi c'est, on va dire, l'un est mieux que l'autre, puisqu'il y a quand même des études qui ont été faites qui montrent qu'on a des rapports de 1 à 4 en termes... Dans quel sens? En termes de consommation d'énergie, par exemple. Donc le cloud public est moins énergivore que les data centers privés. On va se dire, ça par contre, c'est du flan. En fait, tout simplement, c'est parce que nous sommes en fait le covoiturage, le transport en commun de l'IT, la notion de cloud. C'est-à-dire qu'on a les mêmes ressources, simplement on va les partager avec beaucoup plus de monde. Donc je fais souvent ce parallèle avec une voiture qui est une voiture classique et une voiture en covoiturage. En fait, dans un cas, on voit que quand je ferme ma voiture, généralement personne s'en sert. Donc quand j'éteins mon serveur ou quand mon serveur n'est pas utilisé, la nuit par exemple, en fait personne peut s'en servir. Dans le monde du cloud, c'est comme un véhicule en covoiturage 24/24, 7/7, et dès qu'il y a quelqu'un qui descend, il y a quelqu'un qui remonte dedans.
Donc on voit tout de suite que là, sur une ressource identique, je vais maximiser les usages. Et donc là, c'est le premier gain du cloud. Donc souvent je dis le cloud. Il y a une métrique pour ça, non? Tu vas me la rappeler parce que je l'ai oublié, mais c'est le taux d'utilisation d'un data center ou le taux d'utilisation d'un serveur. Oui. Alors il y a en fait ce fameux taux. Alors on peut le voir tout simplement par la consommation du temps processeur. Qui est important. Ah oui. Donc il y a plein d'études, il y a plein de sources, mais globalement on dit que un data center privé, quand on a des serveurs qui ont jusqu'à 15% de taux d'occupation en moyenne des processeurs, on est content. Là où dans le monde du cloud de manière générale, on se rapproche de 70 à 80%. Donc on retrouve ce facteur 4 dont je parlais tout à l'heure, 4 à 5, ça dépend de quoi on parle. Mais donc ce qui est important de voir, c'est que le cloud en lui-même, c'est comme, en fait, je reprends toujours cette image de mobilité, c'est-à-dire que on va dire que on va essayer de faire en sorte que j'ai mon gros véhicule SUV diesel, je vais essayer de le transformer dans un petit véhicule électrique, et donc, mais malgré tout, et c'est en ça que je vais peut-être finir là-dessus, c'est que c'est bien beau d'avoir un véhicule électrique, mais combien j'en ai en tant qu'entreprise, c'est déjà important. Et ensuite, il y a combien de kilomètres je vais faire. Et ensuite, quel type de conduite je vais avoir, sportive ou pas. Et combien de personnes on va mettre dedans. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on peut avoir... le cloud n'est pas synonyme obligatoirement de gabegie et de consommation énorme. Si j'ai mon data center privé et que je fais un tout petit peu de cloud à bon escient et que j'ai un usage qui est raisonné, mesuré et qui est au plus proche de mes besoins sans gaspillage, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important et je veux dire, pour le coup, pour l'entreprise, souvent maintenant, elle quitte leur data center privé pour aller vers le cloud, justement pour pouvoir baisser leurs émissions de CO2. Et ça permet de faire une très bonne transition sur le dernier volet que je voulais adresser avec toi. Il y a la responsabilité du cloud provider, mais c'est une responsabilité partagée. Il y a les usagers, les informaticiens, les développeurs, développeuses. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très longtemps dans les technos d'ailleurs. C'est la responsabilité du rôle du développeur dans la consommation de CO2. Parce que le choisir de déployer sur de l'X64 ou de l'ARM, c'est pas la même chose. Les langages de programmation qu'on choisit, la durée de rétention des logs, la quantité de choses qu'on va loguer, la bande passante de réseau. Il y a une partie responsabilité de vos clients également et vous les sensibilisez à ce sujet-là. Alors c'est mon métier, moi. c'est vraiment de dire déjà d'expliquer un petit peu comment sont faits les data centers et puis aussi qu'on puisse être challengé par nos clients. C'est normal et c'est important qu'ils sachent ce qu'on fait en leur nom sur la partie qui nous incombe. Mais mon métier principal, c'est justement de voir comment avec les développeurs, avec les décideurs aussi, parce que ça reste toujours aussi toucher à quelque chose qui fonctionne. Toujours, il faut qu'il y ait un décideur qui soit là pour, surtout si on lui dit, on va le changer, mais c'est juste pour baisser les émissions de CO2. C'est pas toujours facile à appréhender, mais typiquement le langage dont tu parles, on sait pertinemment que le langage le plus efficace au monde, c'est l'assembleur, mais il y a pas grand monde qui a envie d'en faire. Par les IA peut-être. Ouais. Mais c'est un autre sujet, je vais pas te lancer sur les IA. Et donc après il y a les langages qui sont dits compilés. Donc aujourd'hui on se met d'accord sur le fait que le langage C ou le langage Rust sont extrêmement efficaces. Et après des langages interprétés qui sont certes très pratiques, mais pas obligatoirement très très efficaces d'un point de vue purement énergétique. Et j'ai le malheur de dire Python par exemple. Donc même si on peut très bien utiliser Python juste comme wrapper, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, et après pour pouvoir utiliser les librairies qui elles sont compilées proprement. Mais le langage c'est important. Ouais, malheureusement les langages les plus populaires, TypeScript, enfin JavaScript, Java, Python, sont pas les plus écologiques pour le moment. Non. Voilà. Donc voilà, c'est important que chacun se dise, moi en tant que développeur, en tant que architecte, en tant que quelqu'un qui a un rôle dans le monde de l'IT, je peux aussi, moi, de mon côté, au-delà du fait de choisir un cloud service provider le plus efficace possible, je peux faire ma part.
Quelle merveilleuse conclusion. Merci d'avoir levé un coin du voile, Philippe, sur comment les grands cloud providers essayent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je dis CO2 pour simplifier, mais c'est toute la chaîne, et c'est toute cette chaîne dont tu as parlé, jusqu'à nous, pauvres petits utilisateurs, architectes ou développeurs des services cloud. Philippe Demaison, tu es directeur développement durable chez AWS, la filiale cloud d'Amazon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir écouté les technos jusqu'au bout. Rendez-vous la prochaine fois pour un prochain épisode. Bye.